Tous mes meilleurs voeux à tous, puisque encore le mois de janvier, c'est l'usage. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier le professeur Yorgos Dimitriadis, Bérangère Rousselot-Payet et Charlotte Hulmeau pour l'organisation de cette rencontre, de cette journée d'hommage à Daniel Brun. Et puis remercier évidemment l'université Paris-Cité. Voilà. Le retour de Daniel à l'université, sous la forme d'un colloque comme celui-ci, c'est un élément très très important parce que on ne mesure pas à quel point l'université a été importante pour elle et ce qu'elle a apporté à l'université. Elle est la fondatrice de ce qui s'est appelé au départ Centre de recherche psychanalyse et médecine, CRPM, qui est devenu un peu moins de 10 ans plus tard le CRPMS, qui était l'un des trois laboratoires, qui est devenu l'un des trois laboratoires à l'époque de l'université Paris Diderot, et qui, donc quelques années après, était le seul laboratoire, ce qu'il est toujours, je crois, le seul laboratoire du département. Je me rappelle comment à la création de ce laboratoire, que Daniel a créé de haute lutte, faisant le siège du doyen de la faculté de médecine, attendant presque une demi-journée dans les salles d'attente, renvoyé de bureau en bureau, parce que c'était au départ un laboratoire minuscule. On était 2 puis 3 professeurs avec Pierre Fédida. Au total, on était moins d'une dizaine d'enseignants-chercheurs, ce qui était minuscule, de gens orientés par cette discipline qui était aux marges de la psychanalyse. Ce qui a intéressé Daniel, ce sont quand même, et j'y reviendrai un peu dans les conclusions, je vais être très bref aujourd'hui, ce matin, c'était vraiment de s'intéresser à ce que traditionnellement les sociétés de psychanalyse considéraient comme marginal, secondaire. La psychanalyse de l'enfant, la psychanalyse avec l'enfant. Je me souviens d'une soutenance de thèse ici à Paris 7, où un de mes collègues, qui était pourtant le directeur de la thèse, a rectifié le titre de la thèse en expliquant que la psychanalyse d'enfant n'existait pas, que ça n'était que de la psychothérapie. Voilà. Et le modèle de la cure type était le modèle noble. Voilà. Ce qui est paradoxal en formant des psychologues. Le lien avec la médecine, rien de plus marginal là aussi. On sait le statut dans la communauté analytique de gens aussi divers que Balint, Ginette Rimbaud, etc. C'est venu là aussi dans les marges, sur le côté. Et je ne parle pas de la question du féminin, qui sont les 3 thèmes qui ont occupé Daniel Brun. Or, si l'on regarde l'histoire de la psychanalyse, mais les analystes ont la mémoire courte, ce sont les 3 points à partir desquels la psychanalyse s'est réinventée. Qu'on songe à l'avancée, à l'apport d'Anna Freud et de Mélanie Klein, etc. etc. Cet élément, cette dimension-là, dit quelque chose de Daniel, de sa ténacité, de son désir, puisque véritablement, concernant ces questions, c'était des questions qui l'engageaient et sur lesquelles j'ai rarement vu quelqu'un se battre à ce point-là pour soutenir les projets qu'elle mettait en route. Voilà. Donc le retour aujourd'hui à l'université Paris-Cité, à ce laboratoire, le CRPMS, dont elle a été la fondatrice. Je crois qu'il faut excuser Fanny Dargent qui devait faire l'introduction avec moi. Fanny Dargent est l'actuelle directrice du laboratoire.
ce laboratoire que j'ai dirigé en succédant à Daniel lorsqu'elle avait pris sa retraite. Mais Fanny Dargent est malade, je crois, aujourd'hui, et n'a pas pu venir. Donc je vous prie de l'excuser. Donc on va avoir d'une façon remarquablement organisée, avec les interventions de gens qui ont travaillé avec Daniel, qui l'ont bien connu, on va avoir des interventions sur ces 3 thèmes: la psychanalyse avec l'enfant, la psychanalyse et la médecine, et la question du féminin, qui ont été les points focaux de sa recherche. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, et on commence, je crois, avec la psychanalyse avec les enfants. Lire Daniel Brun. Daniel Brun aimait la psychanalyse, et ses livres sont l'expression de sa pensée et de sa passion. Ils racontent chacun à leur manière une pratique ouverte sur les autres disciplines, attentive aux grandes questions de société et ne fuyant ni la clinique ni la réflexion théorique. Chacun s'inscrit depuis l'enfance dans la vie des autres. Ceux qui l'ont mis au monde, ceux qu'il met lui-même au monde et ceux qu'il croise aux différents moments de sa vie, dont il laisse parfois, à son insu, l'empreinte refaire surface inopinément dans son histoire. En se mettant à l'écoute des patients, Daniel Brun se met à l'écoute de la vie. Et si vous cherchiez une raison de lire ses livres, la voici, l'écoute de la vie. Écrire sa propre vision des processus psychiques lui semble indissociable de sa pratique. Vous retrouverez dans ses livres les grands thèmes freudiens et une interrogation: comment se fait-il que je ne sois jamais sûr de pouvoir faire partager le plaisir que j'ai à lire et à relire Freud lorsque je me mets à écrire? Ce plaisir de lire et relire Freud parcourt tous ses livres, tout comme l'influence de son mari Conrad Stein, qui fut l'un des meilleurs lecteurs de Freud, tout en refusant de se présenter comme gardien d'une quelconque orthodoxie, et dont elle étudie la contribution dans Rester freudien avec Lacan. Ces livres nous aident à visiter ou revisiter l'enfance, la nôtre, celle de nos enfants, de nos parents, une enfance qui ne rime plus avec innocence. Pour Daniel Brun, l'enfance est un voyage qui se fait d'abord accompagner et qu'on revisite ensuite au gré des circonstances pour de nouvelles approches et des découvertes inédites. Les enfants ne disposent pas véritablement des moyens de faire entendre leur voix dans les moments critiques de leur existence. La pratique de Daniel Brun s'est construite sur ce constat. Chaque enfant ne brûle-t-il pas d'être entendu et de trouver les moyens de l'être afin que cessent ces appels sans réponse? Rares pourtant sont les enfants qui trouvent les ressorts suffisants pour faire entendre cette part d'eux-mêmes qui est vouée à l'oubli dès qu'elle suscite la colère ou les reproches des adultes. Cet enfant perturbateur, titre d'un de ses livres, qu'on porte en soi, garde une présence dans la vie de l'adulte, notamment avec la perspective de devenir soi-même parent. C'est l'art du psychanalyste que d'aider l'enfant à être partie prenante de son histoire, ce qu'elle nomme plasticité. La plasticité sert à l'enfant de boussole pour naviguer entre les exigences du monde extérieur et celles de son monde. Michael, un enfant en analyse, nous fait entrer sans effraction dans les tours et détours d'une analyse d'enfant. L'enfant doit être crédité d'un psychisme en activité malgré les temps de pause, des crises et des symptômes ou grâce à eux. L'enfant est à la fois le porte-parole, le dépositaire et le sujet d'un savoir qui lui échappe. L'enfant fait de ses parents, comme de ses frères et sœurs, les protagonistes d'un roman dont il est à la fois l'auteur et le principal acteur. Mais l'enfant et ses parents n'ont ni la même pensée, ni la même manière de concevoir la vie. La famille dans laquelle on grandit n'est pas en mesure de saisir la voie qu'aimait l'enfant,
pour s'inscrire dans une dynamique dont il doit apprendre les codes. Il faut revenir à son premier livre, L'enfant donné pour mort, pour saisir la pleine mesure de son travail clinique, de l'approche théorique qui la soutient, qu'elle aura enrichie ensuite, mais dont elle n'aura jamais dévié. Ce livre, paru en 1989, renvoie à la première page du livre de Serge Leclerc « On tue un enfant » et à l'interrogation qu'elle fait sienne, quelle place donnons-nous à la plus fascinante des figures du destin, l'enfant en nous. Ce livre et sa thèse antérieure naissent de son expérience initiatique dans les années 70 comme psychologue dans le service d'oncologie infantile de l'hôpital Gustave-Roussy dirigé par Odile Schweizgut. Elle tente de mettre à profit les concepts de la psychanalyse pour une meilleure compréhension des problèmes que pose l'enfant malade et sa famille ou qui se posent à eux. Et elle s'aperçoit que la place du psychanalyste est importante. Son travail, pionnier à l'époque, est d'accompagner soignants et familles dans le traitement, mais aussi et surtout dans la guérison du cancer et les séquelles qui bien souvent l'accompagnent et rendent l'annonce inaudible pour les parents. Comment intervenir quand l'incrédulité et le déni suivent l'annonce de la guérison de l'enfant? Que faire, que dire quand guérir ne rime pas toujours avec se réjouir? S'il est vrai qu'à l'hôpital, la mort n'est pas un fantasme, les représentations que son éventualité fait surgir procèdent de l'activité fantasmatique. Que peut-il y avoir de pire, en effet, pour une femme que de perdre un enfant? Alors que la maladie et le traitement actualisent deux représentations du corps, organique et sexuée, Daniel Brun s'aperçoit que les particularités de désorientation intime que créent les désordres somatiques pour le malade comme pour son entourage restent encore trop méconnues. Elle met au jour une alliance implicite entre médecin et malade à propos de la négation du fantasme. Les demandes des médecins apparaissent pourtant exorbitantes parce qu'elles rendent à annuler la dissymétrie foncière des positions des uns et des autres devant la maladie, soit ce qui fait la complexité de l'être humain confronté à l'impossibilité d'assurer sa propre survie. Elle découvre la présence et l'économie d'une représentation infanticide dans les mesures de sauvegarde et de sauvetage prises par les adultes à l'égard d'un enfant réel. L'enfant, otage de sa maladie, lui semble être également retenu en otage dans la maladie maternelle. L'enfant malade aurait ainsi pour fonction d'aider sa mère à faire mourir l'enfant virtuel qui intérieurement la lie à l'image de sa propre mère. Dans la régression de la mère vers un état de petite fille, la mère est divisée, partagée entre deux parties d'elle-même, celle qui la relie à son enfance et à sa propre mère, et celle qui la relie à son enfant et à sa maternité déçue. Elle précise sa pensée dans la maternité et le féminin. La maternité est d'abord pour la femme un rêve d'enfance, et le danger que court le corps devient un élément moteur de la résurgence des angoisses infantiles de l'adulte et du vécu d'inquiétante étrangeté. Lorsqu'elle est sollicitée par la médecine, sollicitée par son corps et en son corps, que ce soit à travers son enfant ou pour son enfant, c'est toujours au nom de l'enfant qu'elle fut que la femme parle, qu'elle se laisse parler. De là date l'émergence des mères majuscules, figure clé de son travail et titre d'un de ses livres. La mère, les mères, celles qui deviennent majuscules à cause de leur maternité blessée, voient leur enfant comme une forme vacillante. Elle n'aura de cesse dans ses livres de revenir sur la sexualité féminine et cette relation archaïque à la mère, faite d'amour et de haine. La féminité est d'abord pour elle une affaire de rébellion. La féminité se gagne, elle s'acquiert contre la mère. Dans la vie de la fille, de la femme qu'elle va devenir, la mère doit être détruite. Mais peut-on renoncer à un état de mère majuscule? Sa pratique indissociable de son œuvre littéraire lui fait rechercher les blessures qu'un projet d'enfant peut infliger à une femme et rendre compte ainsi de sa vulnérabilité. Elle montre comment, au terme du travail analytique, la vision de l'enfant mort ne lui sera plus pareillement nécessaire. Après les enfants perturbateurs et les mères majuscules, l'insidieuse malfaisance du père continue d'interroger la cécité des adultes envers l'enfant qu'ils portent en eux.
Elle poursuit cette fois un travail de reconnaissance et d'appropriation des traces qu'à son insu, le père laisse sur ses enfants. Le père ne sait ou ne peut parfois rien offrir d'autre en partage à son enfant que ses propres insuffisances et maintient irrésolu un conflit entre deux images de lui, celle de sa majesté et celle de son narcissisme blessé. Le corps apparaît à nouveau comme une scène privilégiée d'écriture où se lisent la grandeur rêvée du père et ses blessures intimes. L'empreinte du corps familial vient parachever ce travail quasi anthropologique sur la famille. Elle imagine dans ce livre la famille sur le modèle d'un corps, avec une tête, un tronc et des membres. La famille, nonobstant son attachement et ses soins, transmet à chaque naissance, et collectivement par le biais d'un corps à corps, ce qui fait la spécificité de l'alliance entre ses membres. L'empreinte du corps familial est donc d'essence corporelle avant d'être psychique. Elle laisse une trace enfouie mais inaltérable des désirs qui ont altéré l'histoire de la famille. Le corps individuel se révèle être un lieu d'archives. Michel Foucault disait du corps qu'il était le point zéro du monde. Daniel Brun dit du corps qu'il est un chez-soi instable, une maison aux assises fragiles qu'il convient d'habiter au mieux. Elle passe au filtre du corps et au fil de ses livres de nombreux thèmes qui font notre quotidien. Dans La féminité retrouvée, elle fait irruption dans le débat féministe en opposant au discours anglo-saxon sa conception de la féminité indissociable du traumatisme de la perte. La pratique de la psychanalyse révèle une multitude d'images de femmes à travers lesquelles la féminité s'exprime indépendamment du sexe réel, de la personne dont il est question ou de sa fonction. C'est alors, dit-elle, que la féminité peut frapper à la porte du cœur pour qu'enfin il s'ouvre à elle sans craindre d'y découvrir une faille. Elle utilise également sa pratique de psychanalyste pour restituer la diversité des affects qui accompagnent le déroulement des amitiés tout au long de l'existence. La passion dans l'amitié est un bel exemple de son acharnement à nous aider à mieux comprendre la résurgence des émotions datant de l'enfance, tout imprégnées des premiers désirs sexuels. Lorsque l'amitié change de territoire, élit de nouveaux endroits pour de nouvelles habitudes, l'espace des séances devient là encore le microcosme privilégié pour la réédition des mouvements pulsionnels qui sont en jeu dans ces remaniements. On a pourtant longtemps reproché à la psychanalyse d'ignorer le corps ou de le tenir pour marginal dans la jeunesse des symptômes, aussi gênants soient-ils. C'est l'originalité de l'approche de Daniel Brun que de donner à la question du corps et son implication dans la vie psychique une réponse concrète en cherchant à renouveler de façon inédite les relations entre la psychanalyse et la médecine. La résistance que le corps oppose à une approche thérapeutique linéaire, exclusivement médicale, est le principal argument en faveur d'une nouvelle approche des relations entre corps et psyché et d'une nouvelle alliance entre psychanalystes et médecins. Elle relève à sa manière le gant lancé en 1966 par Jacques Lacan lors d'une conférence au Collège de médecine qui affirmait que l'ouverture du médecin à la part de désir qui se loge dans le corps peut seule sauver le médecin du danger qui guette sa fonction face au progrès de la science. Daniel Brun lance en 1993 ses colloques Médecine et psychanalyse. Elle y expose les modalités de cette collaboration entre médecine et psychanalyse, de ses butées, mais aussi de ses apports. Elle voit dans la rétention du plaisir ou sa non-coïncidence avec celui du médecin, pédiatre ou gynécologue, l'un des aspects les plus prometteurs de la collaboration entre médecine et psychanalyse. Elle conçoit son action dans la confrontation et le débat d'idées sans se mettre dans une position de savoir. Il faut un médecin chaque fois qu'il y a un psy. Dans les livres qu'elle édite après chaque colloque se retrouvent médecins, psychanalystes, universitaires de toutes les disciplines. Ensemble, ils travailleront pendant 30 ans à la reconnaissance de la personne du patient et l'inscription de son histoire de vie dans celle de son corps. Quelle part d'elle trouverez-vous dans ces livres ? Comment parler de soi sans s'épancher ou se confier ? Qu'en est-il de son chagrin et de sa peine dans le cours de sa pratique ? Elle en explore les profondeurs dans Une part de soi dans la vie des autres. L'expérience de la perte d'un être cher l'amène vers une forme d'accès à l'intemporel dont la vie du corps se fait à la fois mémoire et mémorial. Les paroles de ses patients prennent une résonance particulière.
Elle se trouve plongée dans une mélancolie dont elle ne soupçonnait pas l'intensité. Son dernier livre, Madame Vertigo et son cancer, aurait pu être le récit de son combat contre la maladie ou d'un dialogue sans concession avec les médecins. Il fait entendre pourtant une voix bien plus novatrice et inattendue, une voix intérieure dédoublée d'elle-même. Sa Madame Vertigo couche sur le papier ses pensées sur la vie et sur la mort. Madame Vertigo, je cite, m'a permis de supporter la violence inhérente aux mots prononcés. Cela avait fait intrusion en moi. J'ai tout de suite pensé que je devais en faire quelque chose, un outil pour l'avenir des autres aussi. Les lecteurs que vous êtes sauront dire si ces livres sont bien un outil pour l'avenir des autres. Vous répondrez ainsi bien mieux que je ne peux le faire au professeur Marcel Gaucher, qui fut rédacteur en chef de la revue Le Débat et qui, à l'invitation de Daniel Brun, expliquait le désintérêt du public intellectuel pour la production psychanalytique par, je cite, son enfermement dans un ou des jargons dont la fonction principale est manifestement la réassurance identitaire quand ce n'est la communion sectaire. Vous aurez compris que ces mots étaient à l'opposé de la pratique de Daniel Brun, psychanalyste, écrivain et professeur, qui avait fait de ses livres, de son enseignement et de cette université les dépositaires de son engagement à l'écoute de la vie. Merci.